Hello YouTube, ma pile de livres, mes 2 piles de livres et moi, on vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan des livres que j'ai lus en octobre et en novembre. Parce que vous le savez, en novembre, j'ai pas trop publié de vidéos, donc j'avais pas fait le bilan de mes lectures d'octobre. Donc j'ai décidé que j'allais tout faire en même temps. Seulement mes livres physiques. Parce que c'est à partir du moment où après je pars dans les livres aussi e-book, je me perds. Je sais ce que j'ai lu parce que je fais des posts sur Instagram, tout ça, mais déjà j'arrive à me perdre dans les livres physiques avec les noms, etc. Alors si je rajoute les livres, c'est déjà la vidéo fera 2 heures et c'est plus simple. Là au moins je vous montre, etc. Je vais commencer par les mangas. Alors j'en ai pas lu en novembre, donc tous les mangas c'est ceux que j'ai lus en octobre. Je vais commencer d'abord par celui-là parce que c'est un tome 1, c'est Pourquoi attendre de Aki Kusaka. C'est le premier tome, du coup je sais pas combien il y en a qui sont sortis parce que j'en ai pas encore acheté d'autres. J'avais lu le résumé, pas le résumé, j'avais lu un extrait, oui forcément j'ai lu le résumé, mais j'avais lu un extrait qui était disponible gratuitement au moment de la sortie sur Kindle, tout ça. Donc j'avais lu l'extrait, j'étais là genre ah ça a l'air sympa, donc j'ai pris. En gros c'est l'histoire de Yuri et de Keiichiro. Keiichiro c'est l'héritier d'une famille de ministres, d'une famille voilà, de premiers ministres. Donc son père et son grand-père ont été tous les deux premiers ministres, donc c'est une famille voilà. Le truc c'est que du coup il a des règles à respecter. Et Yuri et Keiichiro sortent ensemble. Le problème c'est que Keiichiro, tant qu'il n'a pas 18 ans, il n'a pas le droit d'avoir de rapport avec des femmes. Mais genre même pas de toucher, etc. Donc il peut avoir une petite amie tant qu'ils font que discuter. Et c'est tout. Du coup, Yuri, elle est grave amoureuse de lui. Keiichiro aussi est grave amoureux d'elle. Mais ils sont tous les deux au lycée. Ils ont tous les deux 16 ans. 16-17 ans, du coup ils doivent attendre et du coup Yuri elle est un petit peu, enfin c'est très drôle et très mignon. Keiichiro parfois il sort des phrases un petit peu de badass, vous voyez genre ah là le jour où j'aurai 18 ans tu ne pourras pas, comment il a dit un truc du style le jour où j'aurai 18 ans tu seras tellement accro à moi, blablabla, enfin t'en auras marre tellement je voudrais pas te lâcher, quelque chose comme ça. Je sais plus comment il a dit, mais j'étais là genre waouh. Parce que le gars c'est le gars, enfin vous voyez avec les lunettes, etc. Donc c'est vraiment le gars qui a l'air d'être un peu genre froid, distant, tout ça. Mais en fait pas du tout, c'est juste qu'il a pas le choix. Donc histoire très rigolote et très mignonne. Donc dès que je pourrai, j'achèterai le tome 2 et tous les autres tomes, je sais pas combien il y en a. Et je continuerai. Manga suivant. Alors après, non, d'abord on va faire le manga suivant. J'ai déjà parlé de cette saga ici sur YouTube. The Ice Guy and the Cool Girl par Miyuki Tonogaya. C'est une série de mangas, mais si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, c'est trop mignon. Là, c'est une romance... Enfin, c'est une romance. Oui, c'est une romance, mais au bureau. Donc, tous les deux sont adultes. Déjà, il y a quelque chose d'un petit peu sympa. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est trop mignonne. Ça raconte l'histoire de Fuyutsuki et de Himuro. Himuro, lui, c'est le descendant de la célèbre femme des neiges. Du coup, il a des sortes de pouvoirs magiques qui sont liés à ses émotions, etc. Il invoque de la neige, de la glace, etc. Et Fuyutsuki, elle, c'est une employée de bureau tout à fait banale. Et ils sont tous les deux collègues. Ils travaillent juste à côté, les bureaux d'à côté, etc. Ils sont tous les deux collègues. Et Himuro est amoureux de Fuyutsuki. Le truc, c'est que tout le monde pense que c'est un garçon froid parce qu'il est le descendant de la femme des neiges, mais pas du tout. C'est genre, il a un grand cœur et tout, mais il est très timide. Fuyutsuki, elle, tout le monde pense que c'est une femme froide parce qu'elle n'est pas très douée socialement. Mais pas de la même manière que lui. Lui, il est très timide, il rougit, etc. Mais voilà, elle, c'est juste qu'elle n'est pas douée pour exprimer ses émotions. Mais sinon, elle n'est pas du tout froide. Et du coup, on va voir un petit peu au fil des tomes le rapprochement entre les deux. C'est trop mignon. Les deux sont beaucoup trop mignons. Lui, surtout. Himuro, il est beaucoup trop mignon. J'adore. Ils sont... Il y a vraiment genre... c'est très japonais. Hein, donc, c'est vraiment... Ils sont pas doués du tout. Mais ils sont trop mignons, je les adore. Je les aime. Si vous connaissez pas, mais vraiment foncez quoi. Je les aime. Aimez-les vous aussi. Ensuite,
C'est deux manhwas, j'ai fini 2 sagas de manhwas. La première saga c'est Crush of Lifetime par Jeong Ha-lim et Kim Yeon-woo. C'est une histoire de... alors les deux c'est des jeunes du coup. Là c'est au lycée. On suit l'histoire de Young Hye-ji et lui comment il s'appelle déjà, c'est Kyo-sung je crois. Kye-sung, quelque chose comme ça. Bon, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est Kye-sung. Bref, et en gros, elle c'est une Instagrammeuse super connue, elle a plein d'abonnés, etc. Mais elle a un problème, c'est qu'elle a jamais connu l'amour. Elle a jamais eu de relation qui a duré, etc. Et ça la saoule. Donc là, elle va rentrer au lycée, dans un nouveau lycée, dans un nouvel établissement où elle connaît personne. Et son défi, c'est de rencontrer l'amour. C'est vraiment son truc. Et elle va avoir un petit crush assez rapidement sur un garçon. Ce garçon, c'est du coup Kye-sung et c'est son voisin de table en classe. Et lui, l'amour, c'est vraiment pas son truc, c'est vraiment pas dans ses priorités parce qu'il a une vie vraiment pas facile. Il doit s'occuper de son petit frère, etc. Donc vraiment, c'est pas son truc. Mais petit à petit, il va y avoir rapprochement entre les deux. Et ce que j'aime... Alors déjà, l'histoire est très sympa. Les dessins sont jolis. J'aime bien les dessins. L'histoire est très sympa, un petit peu légère, tout ça. Mais il y a quand même des messages forts. À un moment, ça parle de grossophobie, par exemple. Ça parle un petit peu des dégâts que peut avoir les réseaux sociaux sur le mental. C'est les messages de haine, le cyberharcèlement, tout ça. Donc, il y a quand même des messages forts qui sont cachés dans une histoire très mignonne et très sympa en 6 tomes. Donc je vous la conseille grandement si vous appréciez les petites histoires d'amour comme ça en manga et manhwa qui se terminent assez vite et surtout avec des jeunes. Parce que je peux comprendre que ça saoule, que c'est toujours des lycéens collégiens. L'autre saga manhwa que j'ai terminée c'est Honey Blood. Là c'est une saga en 4 tomes. Les tomes sont beaucoup plus gros que Crush of Lifetime. On dirait pas trop là. Mais en vrai, ah non, mais c'est pas celui-là, c'est le dernier il est un peu plus gros. Mais les autres sont plus petits. Les Honey Blood sont plus grands, il y a moins de chapitres, mais les chapitres sont plus longs. Là, c'est du coup une saga en 4 tomes. Et c'est un petit peu séparé du coup en 2 époques de... c'est comme s'il y avait 2 grands arcs. Du coup, oui, donc c'est l'histoire de Naerim et de Petesh. Naerim, c'est la fille d'une... pas d'une sorcière du coup, mais genre une voyante, tout ça. Du coup, tout le monde la traite de sorcière au lycée et elle subit du harcèlement. Un jour, elle va faire un voyage scolaire. Forcément, ça se passe pas hyper bien puisque elle est victime de harcèlement. Et là-bas, elle va rencontrer un vampire, Petesh. Ce vampire veut redevenir humain. L'une des manières de redevenir humain, c'est de boire le sang de sorcières, ou en tout cas des personnes comme Naerim. Et du coup, ils vont conclure un pacte tous les deux, c'est qu'il est son esclave, parce que c'est comme ça que ça marche, donc il doit la protéger, blablabla, tout ça. Et en échange de ça, elle le fait redevenir humain. Et il va se passer beaucoup de choses en 4 tomes, forcément. Les 2 premiers tomes sont beaucoup plus centrés sur Naerim, du coup, sur son harcèlement au lycée, comment se sortir de tout ça, etc. Message vraiment hyper fort, en vrai. Parce que t'as vraiment le truc du... elle se fait harceler, donc elle n'a pas du tout confiance en elle, elle est limite en dépression, ça va pas. Je me demande, il y a quand même des trigger warnings, du coup je me demande si à un moment il n'y a pas une tentative de suicide, mais je suis pas sûre. J'ai un doute sur ça. Mais voilà, c'est vraiment ça va pas quoi. Et comment elle arrive à se sortir un petit peu de tout ça, grâce notamment du coup à Petesh, qui va l'aider, mais c'est aussi grâce à la force de caractère que elle va développer petit à petit. Et le deuxième arc, donc les tomes 3 et 4, ça va surtout être centré sur l'histoire de Petesh, sur comment il est devenu un vampire, pourquoi il veut redevenir humain, etc. 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 Et forcément il y a de la romance dedans, mais la romance est vraiment pas du tout au premier plan. Et cette histoire, mais vraiment, elle est dingue quoi. Si... à moins que vraiment ce soit des trop gros trigger warnings. Le harcèlement, ça pourrait être un trigger warning pour moi, mais ça va en vrai. J'en ai subi, mais pas du hyper lourd par rapport à d'autres personnes, donc pas du aussi lourd que Naerim. Mais voilà, si c'est quelque chose où vous êtes trop sensible, ne lisez pas forcément. Mais si vous y êtes pas trop sensible, lisez-le et même conseillez-le, pourquoi pas. On peut le lire au lycée sans problème. Collège, je suis pas sûre. Mais lycée sans problème, et vraiment je vous le conseille grandement et je le conseille aussi au lycée pour un petit peu comprendre plus en détail
le harcèlement, ce que ça fait, quoi. Et aussi l'histoire d'amour, tout ça, mais vraiment pour comprendre un petit peu le harcèlement, ce que c'est, parce qu'il y en a beaucoup qui se rendent pas compte que c'est du harcèlement, genre ils sont malades dans leur tête, mais ok. Mais aussi ce que les personnes qui en subissent, comment elles le subissent, quoi, comment elles le vivent au quotidien et en quoi c'est mal. Parce qu'on a beau en parler, je sais pas, dans les infos, sur les réseaux sociaux, les gens, ils comprennent pas quoi ce que ça fait. Enfin, bref. On va passer maintenant au roman. Moins de messages grandioses comme dans les mangas. Mais beaucoup de bonnes lectures. Ouais, c'est pratiquement que des... peut-être pas coup de cœur, mais que des bonnes notes pratiquement. Le premier dont je vais vous parler, c'est Le livre perdu des sortilèges par Deborah Harkness. On suit l'histoire de Diana et de Matthew. Diana, c'est une sorcière, mais elle veut pas être sorcière. Genre, elle a rejeté la magie, tout ça, quand elle était très jeune, suite à la perte de sa famille, de ses parents. Là, elle est actuellement à Oxford, si je me souviens bien. Et elle travaille sur l'alchimie, etc. Enfin, elle a fait des études de fou, elle est très intelligente, blablabla. Et du coup, là, elle prépare un mémoire, ou je sais plus, peut-être pas un mémoire, mais un gros truc. En même temps, elle va être prof, etc. Enfin bref, genre doctorante, vous voyez. Et du coup, elle fait des études sur l'alchimie. Et du coup, un jour, elle va emprunter des livres d'alchimie, dont l'Ashmole 782. Et c'est là que tout va partir en vrille. Elle va rencontrer Matthew, qui est un vampire, mais pas seulement. Elle va rencontrer aussi beaucoup de sorcières, de vampires et de... C'est des démons ? C'est des démons, je crois. Sorcières, vampires et démons qui... Enfin, toutes les créatures, en fait, qui peuvent exister, qui vont en avoir après elle. Parce que l'Ashmole 782, c'est un livre que personne n'a réussi à avoir depuis des centaines d'années, mais que tout le monde veut parce qu'il détient de très gros secrets. Et elle a réussi à le lire, du coup maintenant tout le monde va en vouloir après elle. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi du coup Matthew qui est le vampire, de qui petit à petit elle va se rapprocher. Et le truc qu'il faut savoir, c'est que les relations entre les différentes créatures magiques sont interdites. Tu ne peux que être avec les créatures comme toi. Donc sorcière qu'avec sorcière, vampire qu'avec vampire, et ainsi de suite. Mais forcément, il va y avoir rapprochement, il va se passer plein de choses, et du coup, ils vont vivre dans une relation interdite. Mais c'est pas genre la relation elle est interdite, mais vas-y, on le fait quand même. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'elle est vraiment très... on va dire poétique, dans le sens où très gracieuse, dans le sens où on reconnaît tout de suite que ça se passe en Angleterre. En fait, la majorité de l'intrigue se passe en Angleterre et on le sent tout de suite dans la manière dont il parle. Je l'ai lu en français, bien entendu, parce que c'est un livre que j'avais depuis... je l'avais depuis le lycée. Je l'avais lu, mais j'avais pas lu le tome 2 encore. Je vais le lire là ce mois-ci, très prochainement. Et du coup, j'ai relu le tome 1 avant de lire le tome 2. C'est une trilogie. Du coup, je sais plus pourquoi je dis ça. Oui, voilà, c'est pour dire, du coup, je l'ai lu en français. Mais même en français, en fait, on ressent un petit peu la grâce, tout ce truc qu'on voit, la différence entre anglais et américain, vous voyez. Genre, ah là là, les anglais, ils sont trop waouh! Et voilà, on ressent ça là-dedans. Vraiment, une grâce, une poésie, une... Je sais pas, on les imagine tout de suite avec les longs manteaux, un port bien droit, etc. Port de tête aussi, là. Enfin, bref, beaucoup trop bien, très poétique, très mignon, très gentil. Pas que gentil en vrai, parce qu'il y a quand même des méchants, il y a des combats, il y a des choses assez... il y a un petit peu de violence, mais c'est assez mou, assez lent, tout ça, à se mettre en place. Et j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai très hâte de lire le tome 2, mais comme ils sont gros et qu'ils... Enfin, c'est pas qu'ils sont gros, c'est qu'ils se lisent assez lentement. Donc j'ai pas lu tout de suite le tome 2. Je voulais d'abord essayer de lire plein d'autres livres pour vider un petit peu ma pile à lire. Même si elle est loin d'être vide. Donc voilà. Ensuite, j'essaye de continuer avec ce que j'ai lu en octobre. En octobre, j'ai lu Yumi et le peintre des cauchemars par Brandon Sanderson en version... relié, donc avec des petites images à l'intérieur qui sont vraiment d'une beauté, enfin exemple. Voilà, Brandon Sanderson, c'est comme
The Nice Guy and the Cool Girl. Brandon Sanderson, c'est mon auteur préféré. C'est l'auteur que j'ai envie qu'à un moment ou à un autre, vous lisiez un de ses livres. Voilà, tout simplement. Si vous voulez pas lire une grande saga, ben, il a fait plusieurs one-shots. C'est un one-shot. Donc vraiment, lisez-le. Yumi et le peintre de cauchemars, ça fait partie de ses livres secrets. Pendant le Covid, il a lancé une campagne de crowdfunding qui a battu des records, genre en quelques petites heures à peine, ça a atteint le plus haut palier et ça l'a dépassé, mais je sais même plus de combien. Et en fait, il a écrit du coup en 2020 4 livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et qui n'ont techniquement rien à voir avec le reste de son œuvre. Je dis techniquement parce que, si vous ne le savez pas, Brandon Sanderson a créé du côté fantasy, il écrit de la fantasy et de la science-fiction. Du côté fantasy, il a créé un immense univers, et dans cet univers, il y a différents mondes, différentes planètes. Chacune de ces fantaisies tient dans cet univers, dans l'un des mondes de cet univers. Donc Yumi et le peintre de cauchemars fait partie de cet univers, et dans l'un des mondes de cet univers. Et c'est le seul livre pour le moment de mémoire où on a vraiment le lien entre les différents univers, enfin les différents mondes. Même si c'est pas nécessaire d'avoir lu les autres livres pour comprendre, forcément si on a lu les autres livres, on a un petit truc en plus. Yumi et le peintre de cauchemar, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Yumi et de peintre. C'est pas son vrai nom, peintre, mais j'ai oublié c'est quoi son vrai nom parce qu'on l'appelle tout le temps peintre. Ils vivent tous les deux sur 2 planètes différentes, mais genre à l'opposé, et eux deux ont des caractères totalement à l'opposé l'un de l'autre. Elle vit sur une planète où il fait extrêmement chaud, mais genre désert quoi. Mais c'est pas un désert non plus. Les arbres ils flottent, etc. Enfin, ça a l'air d'être magnifique par contre son monde. Mais extrêmement chaud, genre tu peux pas marcher pieds nus par terre quoi. C'est une femme dévouée à son devoir, qui est d'appeler les esprits pour aider les habitants. Elle voyage, en fait elle a une particularité. Un contact avec les esprits qu'elle a depuis qu'elle est toute jeune, ce qui fait qu'elle a été choisie comme une dévouée, enfin une prêtresse, voilà, elle a été choisie comme prêtresse du coup. On lui a enseigné un petit peu les devoirs des prêtresses, et du coup, maintenant qu'elle est en âge 2, elle voyage de ville en ville pour appeler les esprits pour les différentes villes, et ainsi les aider les villageois avec les esprits. Les esprits, c'est un petit peu c'est pas genre l'esprit de quelqu'un forcément, c'est des choses flottantes qui peuvent prendre vie d'une manière ou d'une autre, un petit peu comme si c'était de l'électricité quoi, par exemple. Lui, il habite dans un monde un petit peu plus sombre, dans lequel il fait pas spécialement chaud, enfin normal quoi. Un monde surtout avec de la technologie, alors qu'elle, il n'y en a pas du tout. Même s'ils appellent pas ça de la technologie électricité, ils appellent pas ça l'électricité, en gros c'est ça. Genre imaginez une différence entre, je sais pas moi, le Japon actuel, parce que je verrais plus le Japon, même s'il y a quand même pas mal de différences, et peu importe quelle ville, quel pays, d'il y a peut-être 200-300 ans. Voilà, imaginez un petit peu la différence entre ces deux trucs, ces deux choses-là. Ben, c'est un petit peu ça. Et lui, dans son monde, il y a des cauchemars qui viennent toutes les nuits pour hanter un petit peu les villes. Mais c'est pas genre des cauchemars, ils viennent dans vos rêves et ça vous fait des cauchemars. Non, c'est des sortes de créatures qui surgissent depuis un mur d'ombre qui entoure un petit peu la ville, enfin plus que la ville, mais on parle surtout de la ville où il habite, un mur d'ombre qu'on peut pas passer, mais les cauchemars viennent de là. Et du coup, les peintres doivent dessiner certaines choses pour emprisonner les cauchemars et ainsi les renvoyer de là d'où ils viennent. Si je me souviens bien, c'est ça le truc. Et du coup, lui, c'est ça son job. Et un jour, il va rencontrer un cauchemar. Donc en fait, plus les cauchemars viennent, plus ils s'inspirent de la peur des gens, enfin ils leur font peur d'une certaine manière dans leur sommeil, ce qui fait qu'après ils mangent cette peur, ils deviennent de plus en plus palpables et ils peuvent potentiellement un jour faire du mal physiquement à quelqu'un. Et un jour il va rencontrer un cauchemar comme ça, qui est très proche d'un état physique. Et elle, à peu près au même moment, il y a un esprit qui va venir la voir en pleine nuit, et qui va lui dire « On a besoin de ton aide, on a besoin de ton aide, je vais t'envoyer quelqu'un pour t'aider. » Peintre
a vu le cauchemar, il a essayé de faire son devoir, il n'a pas réussi, il retourne chez lui. Une fois qu'il a fini son boulot, etc., il retourne chez lui, il dort. Il se réveille, il n'est pas chez lui. Elle a dormi, elle se réveille, elle est chez elle, mais il y a quelqu'un d'autre dans là où elle dort. Mais c'est pas une chambre en soi, c'est une sorte de caravane qui flotte, mais il n'y a rien, il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de lit, il n'y a rien, elle dort à même le sol, elle a le droit à rien, elle. Vraiment, genre, prêtresse dévouée à son devoir et à rien d'autre. Elle n'a pas le droit de se nourrir elle-même, elle n'a pas le droit de se laver elle-même, elle a le droit de rien. Et du coup, ils vont tous les deux un petit peu paniquer, et petit à petit, ils vont se rendre compte que quand ils s'endorment, donc lui, il va être physique dans son monde à elle, avec son corps à elle. Pour les autres, il est visible avec son corps à elle, mais pour elle, il est visible avec son corps à lui. Et elle, elle va être un fantôme, en quelque sorte. Personne ne la voit, personne ne peut la toucher, sauf lui. Et ça va être l'inverse dans son monde à lui. Et du coup, ils vont devoir apprendre à travailler ensemble pour aider les esprits, et ainsi chacun retourner dans son propre corps et dans son propre monde sans problème. Mais forcément, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Coup de cœur. Ce livre, c'est un véritable coup de cœur. Je l'ai beaucoup trop aimé. J'en ai pleuré à la fin. Pas parce que l'histoire, la fin est forcément triste, mais surtout parce que la fin est belle. L'histoire est belle. Tout est beau. Brandon Sanderson, c'est vraiment un auteur que je lis depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai lu pas mal de ses histoires, certaines que j'ai relues, genre la saga Fils des Brumes, je l'ai relue 2-3 fois, la première saga, la première trilogie. Donc vraiment un auteur que j'adore, mais cette histoire, elle c'est sûr que je vais la relire. Il y a un truc, elle est d'une beauté, je pense que c'est mon livre préféré. Ça sort totalement de ce qu'il écrit d'habitude, par contre. Donc si un jour vous lisez cette histoire, ne vous fiez pas à ça pour lire ces autres histoires. C'est beaucoup plus léger, beaucoup plus doux. On va dire que ces autres œuvres qui ont tout un world building de fou, tout a une écriture de fou. Mais celui-là est totalement différent, il est beaucoup plus léger. Mais il est d'une beauté. Je suis amoureuse de ce livre. Mais vraiment, lisez-le. C'est un conseil, mais vraiment, lisez-le, il est trop beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu d'autre en octobre? En octobre, j'ai lu Kira Fahir. C'est une auto-édition, c'est par Clémence Marais. C'est le tome 1, du coup, ça s'appelle L'Empire de Sang. Il va y avoir plusieurs tomes. Et pareil, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Kira Fahir, c'est un empire. C'est l'histoire de 6 personnes qui vont voir leur destin lié, alors qu'il n'y a aucune raison à base pour que ce soit lié. Les moires, vous savez, les 3 sœurs qui peuvent voir le passé, le présent, le destin, qui tissent les liens de la vie, etc. Les moires ont vu que ça allait être la fin du monde. Rien que ça. Et elles ont vu comment faire pour éviter la fin du monde. Et le tome 1, c'est l'une des étapes pour éviter la fin du monde. On va suivre l'histoire de Morrigan, Thorn, Liscari, Altius, Dakar et Lisbeth. Il va y avoir un petit peu de romance, mais c'est surtout une quête. Surtout. On a du coup là-dedans 2 personnes qui sont les princes, qui sont les fils de l'empereur actuel. Ces 2 princes sont des vampires. L'empereur actuel n'est pas un vampire, c'est un dracon. En gros, c'est un dragon. On a Thorn et Morrigan qui sont tous les deux des personnes au service de cet empereur, de cet empire. Dakar qui est un démon, donc il est au service de rien du tout lui. Mais il va travailler avec l'empereur. Elisabeth qui est une simple libraire. Et en gros, des duos vont se former, un petit peu malgré eux, pour faire plein de choses. Ils ont tous, sans le savoir ou en le sachant, certains c'est directement par les moires et d'autres pas du tout, ils vont tous suivre une même quête. Disons que le but final est le même, mais que pour y parvenir, ça va être de manière totalement différente. Et à la fin, ils vont tous se rejoindre pour finir cette quête. Même si à la fin, le résultat est le même, mais le but est différent et le chemin à parcourir est très différent. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Au début, j'ai eu du mal
Parce qu'en fait, du coup, on a 6 personnages et du coup, les chapitres sont du point de vue d'un personnage différent à chaque fois. Certains personnages, on a plus de points de vue d'eux que d'autres. Et en gros, ça commence avec l'un des personnages et je n'ai vraiment pas aimé ce personnage. Elle a, au début en tout cas, après petit à petit ça évolue. Mais elle a un caractère qui fait qu'elle est vraiment très agaçante, tout simplement. Et après, petit à petit, on tombe sur d'autres personnages. Mon personnage préféré, et même mon duo préféré, c'est le duo avec Lisbeth. Mon personnage préféré, c'est Lisbeth. Elle est trop mignonne, trop... Enfin, je sais pas, il y a un truc. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je l'ai trouvée vraiment très sympa. Du coup, je vous ai dit, il y a un petit peu de romance. Il y a 6 personnages, donc vous vous doutez qu'il va y avoir 3 couples à un moment. Mais à aucun moment, c'est précis, quoi. C'est là toute la beauté, en fait, de cette histoire. C'est que c'est vraiment pas la romance qui est au cœur, c'est vraiment la quête, quoi, pour libérer un petit peu le monde de ce chaos qui est à venir, de cette fin du monde, en fait, qui est à venir. Et du coup, la romance vient s'ajouter un petit peu derrière. Mais à aucun moment, on sait. On peut pas se douter. On sait qui est amoureux de qui machin, qui bidule. Mais à aucun moment, c'est dit de manière nette. À aucun moment, ils disent ils s'aiment. À aucun moment, ils disent ils font des choses ensemble. Ouais, petits bisous à un ou deux moments. Mais c'est tout. Et c'est pas forcément... Enfin, voilà, je sais pas. J'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est pas un coup de cœur. Mais c'est du coup... Je crois que c'était le premier livre de cette autrice. En tout cas, c'est le premier livre de cette autrice que j'ai lu. Mais je crois que c'est vraiment le premier livre qu'elle a écrit. Et c'est une bonne première expérience. J'ai beaucoup apprécié. Le reste, c'est ce mois-ci. Les autres livres, c'est ce mois-ci. On va commencer par le livre en anglais. The Jazzed Hair par Sarah Hashem. The Jazzed Hair, c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. C'est un monde d'inspiration égyptienne. Et on va suivre l'histoire de... Alors attendez, comment ils s'appellent déjà les deux là? On va suivre l'histoire de Sylvia et de Harin. Voilà. Alors, c'est un royaume dans lequel la magie a disparu, en gros. Il y avait 5 royaumes à la base et l'un des royaumes où il y avait de la magie, Jazad. Les autres royaumes, notamment le royaume de Nizal, voilà, le royaume de Nizal en avait marre parce qu'en gros il y avait plein de trucs, enfin il y a plein de secrets cachés. Et du coup le royaume de Nizal a anéanti le royaume de Jazad. Et Sylvia, c'est l'héritière royale de ce royaume et elle a réussi à échapper à cette mort, tout simplement. Du coup, elle s'est cachée pendant de nombreuses années et un jour... Donc, sachant que maintenant, tout le monde traque ceux qui ont de la magie. Parce que ceux qui ont de la magie ne peuvent que être Jazadi. Du coup, ils sont tués. Et Sylvia, du coup, elle se cache. Sachant qu'en plus, elle ne peut pas utiliser la magie. Pour différentes raisons que j'ai un petit peu compris, mais c'est assez flou quand même, c'est assez mal expliqué. Et du coup, un jour, le prince héritier de Nizal, Harin, va la trouver et va la voir utiliser de la magie. Mais elle a même pas fait exprès d'utiliser la magie. Enfin, elle l'a fait exprès sans faire exprès. C'était pas forcément... C'était voulu, mais elle pensait pas qu'elle allait y arriver. Et du coup, normalement, il est censé la tuer. Mais il va pas la tuer, il va lui proposer un marché. C'est qu'il est en train de traquer 2 groupes de Jazadi qui se cachent, deux groupes un petit peu genre révoltants, révolutionnaires, tout ça. Et du coup, il va se servir d'elle comme appât. La seule contrainte, c'est que du coup, elle doit participer à des jeux qui ont lieu tous les 3 ans, si je me souviens bien. Non, tous les 5 ans. Bref, des jeux qui ont lieu tous les un certain nombre de temps, en 3 épreuves, etc. Et du coup, c'est la seule contrainte. Du coup, rester avec lui. Du coup, elle va accepter, parce que si elle accepte pas, de toute façon, elle meurt. Et du coup, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, rapprochement entre les deux. Voilà. Histoire très sympa, c'est pas le coup de cœur du siècle, mais j'ai beaucoup apprécié. En fait, maintenant que j'y réfléchis, je me dis, il y a quand même pas mal de choses qui sont pas très nettes, en fait, dedans, parce que du coup, elle a échappé, donc ça fait 10 ans, si je me souviens bien, qu'elle a échappé à la mort.
Et du coup, ben, pendant un certain nombre d'années, elle était dans une forêt enfermée avec une personne qui l'a martyrisée un petit peu, mais en même temps l'a entraînée. Et une autre grande partie des années cachée dans un petit village, tout ça. Du coup, il y a pas mal d'incohérences, mais sinon, à part ça, j'ai trouvé l'histoire vraiment très sympa. C'est une duologie, je crois. Là, c'est le premier tome, en tout cas, et j'ai très hâte de savoir en fait ce qui va se passer dans la suite, parce que la fin, quoi, juste la fin. Et j'ai très hâte de savoir comment ça va se passer pour Sylvia et pour Arin, leur histoire. Est-ce que leur histoire va vraiment avoir lieu ou pas? Enfin bref. Une couronne de lierre et de verre par Claire Legrand. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu, ou si vous avez vu, mais ça fait trop longtemps, j'avais gagné ce livre dans un concours et j'avais pu rencontrer l'autrice. C'est l'histoire de Gemma et de Talent. C'est une romance dans un monde fantasy, mais la romance tient une part très importante. On est dans un monde où il y a des familles qui sont des élus. C'est-à-dire que les dieux, dans ces familles, ont donné de la magie, en gros. En gros, c'est ça. Et du coup, ben, généralement, c'est des nobles. Gemma est la troisième fille de la famille Ashbourne. La famille Ashbourne est une famille élue. Donc, 3 filles, c'est la plus jeune. Il va y avoir 3 tomes, une pour chacune des filles. Là, c'est le premier, du coup, le deuxième n'est pas encore sorti en VO, donc forcément, il n'est pas sorti en français. Gemma, du coup, c'est la plus jeune sœur de la famille Ashbourne, et surtout, elle a un problème, c'est qu'elle est malade au contact de la magie. Un comble quand on vient d'une famille d'élus. Mais genre vraiment malade. Elle est allergique à la magie, et ça la rend vraiment, vraiment, vraiment mal. Et à côté de ça, ben, elle a l'air d'avoir une vie parfaite, elle fait des bals, elle s'habille bien, elle vit en société, blablabla. Sauf que vraiment, la magie, ça la met mal. Et plus elle est en contact avec la magie, plus elle est malade. Mais genre vraiment malade. Et à côté de ça, ben, il se passe d'autres choses qui fait que elle n'est pas en dépression, mais pas loin de la dépression quand même. Et elle est prise d'angoisse, en fait, d'angoisse, donc elle appelle ça la panique, mais vraiment ça va pas. Et un jour, elle va rencontrer Talent d'Astier, qui est un jeune homme qui vient rétablir la gloire de sa famille, la noblesse de sa famille, auprès de la reine notamment. Et du coup, ben, pour ça, il va avoir besoin de la famille Ashbourne. Et du coup, ben, il va se rapprocher à un moment ou à un autre de Gemma. Et elle va vite se rendre compte que à son contact, à lui, ben, elle ressent beaucoup moins sa maladie face à la magie. Voilà. Ça, c'est le synopsis. On a l'impression qu'il n'y a pas d'intrigue. Et le bouquin fait 600 pages quand même. Hein. On a l'impression qu'il n'y a pas d'intrigue à part la romance dans un livre de fantasy. C'est quand même assez dommage. Mais je vous rassure tout de suite, il y a une grosse intrigue. C'est juste qu'elle n'est pas du tout dans le résumé. Je ne sais pas si en anglais elle est dans le résumé. C'est vrai, je n'ai pas du tout regardé. Mais il y a vraiment une grosse intrigue. C'est juste qu'il faut lire le livre et arriver à entre 100 et 200 pages. On sait c'est quoi l'intrigue. Mais je vous la dis pas parce que si c'est pas dans le résumé, je préfère pas vous la dire. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé cette histoire, surtout parce qu'ils n'ont pas aimé Gemma. Gemma, du coup, il faut savoir que c'est une fille très narcissique, mais vraiment extrêmement narcissique. Elle est un petit peu égoïste par moment et elle est très casse-pied. Mais vraiment très casse-pied. Mais moi, je l'ai beaucoup aimée. J'ai senti un petit peu un lien en fait avec elle. Pas par rapport au fait qu'elle est égoïste et narcissique, mais par rapport à tout le reste. Genre, tout ce qui va pas dans sa vie en fait, ben moi j'avais envie que ça aille mieux. Et du coup, j'étais là genre, mais vas-y, va mieux quoi. Et il y avait vraiment un lien quoi qui s'est créé entre elle et moi. Et je sais pas, j'avais beaucoup d'empathie pour ce personnage. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Talent à côté de ça, c'est un personnage masculin qui a l'air limite invisible au début. C'est pas le book boyfriend de l'année, hein, je vous le dis tout de suite. Mais entre la fin et le début, il y a quand même une énorme différence de l'image qu'on a de lui. Au début, c'est vraiment un gars, c'est limite, il est invisible, quoi. Il est mou, il est neuneux, il n'y a rien, c'est vide. Mais vraiment vide. Petit à petit, au fil de l'histoire, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus que ça. Mais voilà. Le world building est sympa, mais pas hyper bien. Il est assez bien expliqué, mais je pense qu'il sera beaucoup plus expliqué dans le dernier tome.
Parce qu'en fait, du coup, il y a vraiment, donc il va y avoir un tome pour chacune des sœurs. Donc là, on a fait la plus jeune. Le deuxième tome, c'est sur la plus âgée. Et le troisième tome, c'est sur celle du milieu. Et du coup, celle du milieu, c'est celle qu'on voit le moins parce qu'elle habite plus avec la famille Ashbourne. Et il y a un truc avec, comment ils appellent ça? Ouais, la brume. Où il y a de la brume en fait qui entoure le royaume. Je crois que c'est ça. Et en fait, dans la brume, il y a des créatures qui peuvent sortir, etc. Et du coup, la sœur du milieu, elle, son rôle, son devoir, c'est de protéger le royaume des créatures de la brume. Donc c'est pour ça qu'on la voit beaucoup moins. Et je pense qu'on comprendra beaucoup plus le world building dans le troisième tome. Mais on a déjà un bon aperçu dans ce premier tome. Donc en clair, un livre très sympa. Un petit peu mou au début. Mais très sympa si vous appréciez vraiment déjà les romances. En fait, ce livre, il peut être lu quand on apprécie la romance, quand on apprécie la fantasy. Bien sûr, si on apprécie l'épique fantasy à fond, les ballons, etc., ce sera peut-être pas fait pour vous. Mais à partir du moment où vous appréciez la fantasy et ou la romance, je pense que ce livre est vraiment fait pour vous. Si vous aimez pas la romance, par contre, c'est non, vraiment pas. Ensuite, il reste plus grand chose, je vous rassure. Ensuite, on a La couronne d'os doré par Jennifer L. Armentrout, qui est du coup le troisième tome de Le sang et la cendre. En anglais, From Blood and Ash, si vous préférez. Pour rappel, est-ce que je vous fais un rappel? Le résumé, je vais essayer de faire un résumé du tome 1. On est dans un monde où Poppy, Pénélope, est la pucelle du royaume. Et en gros, elle doit rester pure, mais genre pure à 10 000% dans ce royaume pour jusqu'au jour où elle va s'élever. L'élévation, c'est donné seulement à une élite de personnes, donc les troisièmes enfants de famille, si je me souviens bien, les nobles, etc. etc. Et du coup, vraiment, genre, elle peut parler limite à personne, personne peut la voir, elle peut rien faire, enfin, une vie casse-pied, quoi. Et un jour, tout va changer quand elle va avoir un nouveau garde du corps qui s'appelle Hawke. Voilà, je m'arrête là pour le résumé parce que si je rentre trop dans le détail, sinon je risque de spoiler. Je sais plus du tout c'est quoi ce qui est dans le résumé sur la 4e de couverture, donc je m'arrête là. Ce troisième tome, du coup, je vais essayer de faire sans aucun spoiler, bien sûr. Ce troisième tome, commence directement là où s'est terminé le deuxième tome. Et du coup, j'étais un peu perdue au début parce qu'il s'est passé plus d'1 an entre ma lecture du deuxième tome et ma lecture de ce tome-là. J'étais pas perdue dans le sens où je me souvenais exactement comment ça s'arrêtait. Parce que le cliffhanger de malade, quoi. Je me souvenais exactement comment ça s'arrêtait. Mais beaucoup de personnages, c'est une fantaisie, donc forcément beaucoup de personnages. Et beaucoup de personnages dont je ne me souvenais pas, en fait. Je me souvenais de 3 personnages. Peut-être. Vraiment, genre je me souvenais vraiment de leur nom, etc. Un peu plus de personnages en vrai même si je me souvenais pas de leur nom, je me souvenais un petit peu de leur rôle, etc. Mais vraiment à 100%, je me souvenais de 3 personnages. Et c'est tout. Sachant qu'il y en a bien une centaine, j'exagère un petit peu, mais vous comprenez un petit peu. J'étais un petit peu perdue au début, mais je m'y suis assez vite retrouvée, même s'il y a des personnages, je sais pas encore trop les trucs, je me suis quand même assez vite retrouvée dans l'histoire, j'ai quand même plutôt bien compris. Cette histoire, je l'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimée. Alors, il y a plein de gens qui ont râlé sur la traduction, je sais pas. J'ai pas vraiment ressenti de problème, moi, quand je l'ai lu. J'ai été vraiment à fond dans l'histoire. On a un début qui, direct, ça part, il y a de l'action à fond, etc. C'est vraiment comme s'il y avait 3 parties. Donc peut-être les 20 premiers pourcents, action à fond les ballons, ça s'arrête pas, etc. Ensuite, peut-être 50%, donc de 20% à 70%, où c'est un peu plus mou, un peu plus tranquille, des révélations, bien sûr, c'est pas mou à 100%, mais voilà, un rapprochement entre les deux protagonistes qui se fait, mais encore plus, ils sont déjà très proches en soi, dès le deuxième tome, ils sont hyper proches, mais un rapprochement encore plus entre les deux protagonistes, une découverte du monde de la part de Poppy,
plein de choses, mais vraiment beaucoup plus doux, une découverte de plein de choses, une découverte de soi, une découverte de l'autre, une découverte du monde, beaucoup plus doux. Et les 30 derniers pourcents, c'est reparti, action, réaction, plot twist malade, genre j'étais là genre what, pratiquement tout du long à la fin, je pouvais plus lâcher le livre pour vous dire, parce que vraiment genre ça ne s'arrêtait plus. Mais j'étais là genre, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et à la fin, non, je veux pas que ça s'arrête, parce que vraiment la fin, j'ai trop hâte de lire la suite là en fait, mais c'est pas encore sorti en français. Et j'ai un petit peu du mal à lire en anglais quand j'ai commencé en français en fait. Donc je vais pas le lire tout de suite, j'attends que ça sorte en français. Mais vraiment, genre, trop bien. Trop bien. Lisez cette saga parce qu'elle est beaucoup trop bien. Si vous connaissez pas encore, lisez cette saga. Et ensuite, là, je peux vous faire un résumé un petit peu mieux. J'ai lu les tomes 1 et 2 de London Depths par Sienna Pratt et Lily Padiolo. Ce sont des livres très très courts, ils font 200 pages à peu près chacun. Donc un après-midi chacun pour les lire. Hein. Et c'est des auto-éditions. Donc ils sont disponibles dans l'abonnement Kindle si vous avez une Kindle et surtout si vous avez l'abonnement. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Joanne, je crois que c'est ça son prénom à elle, de Joanne et de Gray. Joanne, c'est une... alors, ils sont tous les deux dans une école supérieure de médecine, quelque chose comme ça. Joanne, dans la Crown Academy, voilà, pour devenir médecin, etc. Joanne, elle, du coup, elle vient pas du tout d'une famille riche, tout ça, pas du tout. Et elle rentre dans cette prestigieuse académie pour devenir médecin. Et en gros, son gros but, en plus de devenir médecin, c'est de soigner sa maman, qui est très malade et personne ne sait ce qu'elle a. Du coup, elle espère pouvoir, grâce à ses études, trouver ce que sa mère a, en espérant qu'elle ne décède pas entre-temps, et la soigner. Mais elle a une autre mission. Une mission secrète donnée par... Alors, attendez, comment ça s'appelle? Donnée par la confrérie. Elle a une mission donnée par la confrérie, une sorte d'organisme, je vous en dis pas plus, mais un organisme un petit peu secret, etc. Elle a une mission, et c'est de surveiller Gray. Gray dit le prince, qui est top niveau de la richesse, de la popularité, tout ce que vous voulez, dans cette école. Elle sait pas pourquoi elle doit le surveiller, mais elle sait juste qu'elle doit le faire, qu'elle doit se rapprocher de lui, et qu'elle doit trouver quelque chose, mais elle sait pas quoi. Et coup de cœur. On est vraiment dans une histoire très sympa où déjà on a vraiment un chapitre sur deux le point de vue de l'un ou de l'autre des personnages. On a de temps en temps des points de vue d'autres personnages, mais c'est pratiquement un chapitre sur deux le point de vue de elle ou de lui. Et à chaque fois, au tout début de chaque chapitre, on a en italique quelques lignes, parfois une page entière, mais sinon en général quelques lignes, du point de vue de quelqu'un. On ne sait pas qui c'est. On sait qu'il fait partie de la confrérie, il surveille Joanne, il surveille Gray, et on a son point de vue. Du coup, ça nous permet un petit peu de savoir aussi, sans que ce soit forcément... Parce qu'il se passe, en fait, en 200 pages, il y a c'est pas un court temps de genre 3 jours. Il y a beaucoup de temps qui se passe. Donc, tous les jours de la vie des deux personnages ne va pas être expliqué. Donc, ces petits débuts de chapitres en italique vont permettre un petit peu de comprendre ce qui s'est passé parfois dans, par exemple, 2 semaines qui se sont écoulées. Mais pas que, ça permet aussi d'apprendre beaucoup de choses et surtout de voir un petit peu comment ce personnage évolue aussi par rapport à comment il voit tout. Je vous dis pas quoi exactement, mais comment il voit, comment il ressent beaucoup de choses. Et bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. La preuve du coup, en fait, j'avais que le tome 1 que j'avais depuis avril, que j'avais pas encore lu. À peine le tome 1 fini, j'ai acheté le tome 2. Et là, il me faut absolument le tome 3, parce que la fin du tome 2, mais elle est horrible. Mais je peux pas encore me l'acheter. Je vais le demander pour Noël, j'espère que je l'aurai pour Noël. Mais voilà, c'est une saga pour... Je sais pas si c'est fini, parce que je regarde pas les résumés ni rien, mais il y a 9 tomes qui sont sortis. Ils sont tous dans l'abonnement Kindle, et je crois qu'ils font tous à peu près le même nombre de pages. Et ils sont pas chers, ils sont à 10 €, donc vraiment, ça vaut grave le coup. Et c'est trop bien, ça se lit à chaque fois en un après-midi, et l'histoire est beaucoup trop prenante. J'aime beaucoup. Il n'y a pas un world building de fou, mais on a vraiment un truc où c'est un petit peu un peu sombre sans l'être vraiment,
Et beaucoup de secrets, beaucoup de choses cachées, beaucoup de choses qui se dévoilent petit à petit. Un rapprochement entre les deux personnages, mais là aussi en fait il y a une tension en fait tout du long, mais par rapport à énormément de choses, par rapport aux deux personnages, mais pas que, par rapport en fait pratiquement au monde qui les entoure. Ils ont chacun un organisme duquel ils font partie, mais tous les deux, il y a beaucoup de secrets dans les organismes dans lesquels ils font partie. Des secrets que certains, nous, on les sait, mais pas eux. Et d'autres, même nous, on sait pas. Et forcément, faut qu'on les découvre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est très prenant et j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer après, quoi. Parce que, waouh! Voilà, c'est tout pour mes livres physiques papier que j'ai lus durant les mois d'octobre et de novembre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dedans il y a des livres que vous avez lus et ou qui vous intéressent. Et pourquoi pas me dire ce que vous avez lu vous aussi pendant ces 2 derniers mois ou votre coup de cœur, peu importe. Dites-moi ce que vous voulez en commentaire. Si vous voulez pas écrire de commentaires, pas de problème, je peux comprendre. Un petit j'aime, c'est déjà ça de gagner, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bonne lecture!